Les déformations vertébrales occupent une place à part en médecine orthopédique. Très fréquentes, elles ont la particularité d'évoluer tout au long de la vie et leur prise en charge ne répond plus à la fragmentation des spécialités de la médecine moderne. Par ailleurs, la prise en charge ne nécessite plus de longues hospitalisations, mais une plateforme de plus en plus technologique avec radiographie 3D EOS et topographie de surface 3D instantanée pour la réalisation des moulages des corsets. Une base de données prospective permet l'évaluation des résultats selon les règles de la médecine basées sur l'évidence. Je n'ai pas de disclosure pour cette présentation. L'orthopédie s'adresse initialement à toutes les difformités du corps. Le terme a été créé en 1741 par Nicolas Andry, né à Lyon. En ce qui concerne le rachis, Nicolas Andry symbolise le traitement orthopédique conservateur par l'arbre torse. Le logo est repris par la plupart des sociétés scientifiques de traitement de la scoliose dans le monde. Définition: l'orthopédie est une spécialité médicale qui s'occupe des pathologies des os et de l'appareil locomoteur, articulations, muscles, tendons et nerfs. Les traitements sont très différents en fonction de l'anomalie. Cela peut aller d'une simple immobilisation par un plâtre ou corset à une intervention chirurgicale lourde. Nous étudierons dans ce cours uniquement le traitement orthopédique non chirurgical. Les déformations vertébrales s'associent à une centaine de maladies génétiques situées sur tous les chromosomes. Elles touchent la plupart des tissus et bien sûr le système postural. À l'âge adulte, les phénomènes dégénératifs retentissent également sur la déformation. Les déviations peuvent donc concerner la majorité des spécialités médicales. Les déviations vertébrales sont un problème de santé publique. 3% au moins des adolescents présentent une scoliose. 10% de la population adulte à 65 ans présente une scoliose. 10% de la population présente des altérations de Scheuermann ou dystrophie rachidienne de croissance. 7% de la population française présente une spondylolyse. C'est-à-dire qu'environ un Français sur 3 est concerné par une déformation vertébrale qui va l'affecter la plupart du temps tout au long de sa vie. En effet, la quatrième dimension de la médecine orthopédique est le temps. Les déviations vertébrales évoluent tout au long de la vie. Contrairement à la chirurgie, qui sera prise en charge ponctuellement, soit par les pédiatres, soit par les chirurgiens adultes, la médecine orthopédique, recentrée sur l'appareillage, s'adresse à tous les âges. La plupart du temps, elle ne nécessite plus d'hospitalisation, c'est donc le même spécialiste qui peut suivre le patient tout au long de sa vie. Le diagnostic en médecine orthopédique repose premièrement sur la clinique, avec examen au fil à plomb ou topographie de surface, système formétrique, biomode, orthène, etc. Sur la radiologie, deuxièmement, sur la radiologie avec système EOS et son module ultra-low dose avec 25 fois moins d'irradiation. EOS permet en outre de voir le rachis en entier avec les têtes fémorales et si nécessaire les membres inférieurs. Il est également possible d'avoir une visualisation 3D du rachis. La scoliose est le terme générique utilisé en langage populaire pour désigner une déviation ou une déformation vertébrale. C'est donc la scoliose au sens large qui nous servira à décrire les difficultés de la médecine orthopédique des déformations vertébrales. Le traitement d'une scoliose confirmée est une perpétuelle et désagréable leçon d'humilité, disait Roederer. Traiter une scoliose en 2016 présente les mêmes difficultés qu'il y a un siècle. Nous allons voir pourquoi. Les paradoxes sont multiples: anatomocliniques, diagnostiques, thérapeutiques. Au niveau anatomique, il s'agit du dos et l'enfant, s'il voit le dos des autres, n'a jamais vu son dos. L'étude de la scoliose est centrée sur la colonne vertébrale, mais il s'agit avant tout pour la scoliose idiopathique d'une asymétrie de tension des ligaments paravertébraux que nous ne voyons pas sur la radiographie. La scoliose évolue sans douleur et habituellement la douleur est l'un des signes les plus tangibles de la maladie.
La scoliose évolue non seulement chez l'enfant et l'adolescent, mais également à l'âge adulte. L'asymétrie de tension persiste à l'âge adulte. Les parents sont culpabilisés car ils perçoivent bien l'origine génétique et surtout ils s'en veulent de ne pas l'avoir découverte plus tôt. Parfois, le premier parcours est celui des méthodes miracles de la scoliose et des paroles rassurantes des médecines parallèles. Mais la médecine traditionnelle n'est pas en reste avec des médecins qui pensent bien faire, mais ne disposent pas de la technologie adéquate pour la réalisation du corset. Enfin, c'est une maladie angoissante, car l'évolution est souvent chaotique, donc imprévisible. De plus, les enfants réagissent de façon différente au même traitement. Les paradoxes diagnostiques sont également un chemin de croix. La scoliose vient d'être découverte et le médecin référent demande un avis orthopédique spécialisé. Dès la poignée de main, l'angoisse est perceptible. La salle d'attente et les autres enfants portant leur corset sur eux ou dans un sac volumineux suffisent à créer l'ambiance. Les parents sont très inquiets, parfois angoissés, souvent culpabilisés. Le regard de l'enfant reflète de nombreux sentiments. De l'incompréhension, car la scoliose évolue sans douleur et l'enfant ne voit pas son dos, à la terreur de devoir porter un corset à l'école. Les paradoxes commencent par le déshabillage qui, malgré l'évolution ces 50 dernières années, reste une épreuve pour l'enfant. La recherche des signes de Tanner avec le regard dans la culotte a été remplacée par la Josseux et le Risser, mais il faut quand même examiner le dos. Heureusement, le dénime permet de faire l'examen avec le pantalon. Le diagnostic est en effet clinique, mais le test d'Adams ne s'effectue pas dans une position permettant à l'enfant de voir ce que mesure le médecin. Il est par contre important que les parents voient la gibbosité. Notre société est celle de l'image. L'adolescent qui s'est renseigné est déjà allé sur Internet et a vu les images les plus horribles de la scoliose. Le dépistage scolaire avait le grand avantage de banaliser ces examens, comme le service militaire en son temps. Le nombre des médecins scolaires ayant été divisé par 4 ces 50 dernières années, le dépistage scolaire de la scoliose s'est fait de plus en plus rare. À une époque où j'exerçais cette médecine scolaire à l'école des déficients visuels de Lyon, j'étais pour les petits, les tout petits, le docteur tiens-toi droit. Mais le simple fait de la présence d'un orthopédiste faisait prendre conscience aux enfants que le dos existe et aux enseignants qu'il fallait veiller à la position assise et au poids du cartable. La douleur est le motif de consultation le plus fréquent des scolioses de l'adulte, mais elle est également de plus en plus fréquente chez l'enfant. Nous sommes dans une société anesthésiée qui refuse la douleur. Le paradoxe est que pour l'orthopédiste, la douleur est un mécanisme naturel de protection. Il va traiter la cause de la douleur et non donner un traitement palliatif qui risque de favoriser la poursuite de la déformation. Il faudra bien expliquer à la famille ce concept. Nous allons maintenant envisager les traitements en médecine orthopédique. L'observation est un traitement. En effet, la surveillance à intervalles judicieux permet de dépister 100% des scolioses évolutives. Les conseils doivent tenir compte de l'histoire naturelle de la scoliose et du contexte sociologique de l'enfant. La kinésithérapie est un traitement même si le nombre de méthodes validées reste limité. En France, seule la méthode lyonnaise est validée pour l'instant. L'appareillage est l'arme ultime du traitement orthopédique conservateur. L'appareillage agit sur la cage thoracique, constituant une sorte d'exosquelette, alors que la chirurgie agit sur la colonne vertébrale et constitue un endosquelette. La rééducation agit, elle, sur le moteur. Les 3 éléments peuvent être complémentaires. Le paradoxe est que souvent les patients se tournent vers la chirurgie pour l'esthétique, alors que c'est l'appareillage qui modèle le mieux la cage thoracique. Un autre paradoxe est que l'on imagine que le moteur musculaire peut à lui seul corriger le rachis et la cage thoracique. En médecine orthopédique, l'observation peut être considérée comme un véritable traitement. Nous avons évoqué la 4e dimension, le facteur temps, qui va permettre de dépister 100% des scolioses évolutives avec l'angulation la plus basse possible si le rythme des reconvocations est bien choisi. Ne rien faire, ou plus exactement laisser faire la nature, sans perturber le système postural, est bien meilleur qu'un traitement toujours agressif, parce que peut-être cette scoliose va évoluer. L'imprévisibilité
est la caractéristique de cette phase chaotique de la scoliose. Il est totalement illusoire de vouloir aller à la chasse aux papillons au Brésil pour éviter la tornade au Texas. Par exemple, la position assise-écriture est fondamentale car elle permet une véritable détente ligamentaire. Il faut conseiller à l'enfant de mettre les pieds derrière la chaise, les fesses sont en avant de l'assise, la base du thorax touche le rebord antérieur de la table et les avant-bras reposent sur le plan de travail. Nous y reviendrons dans le module consacré à l'école. Les conseils sont donnés à chaque consultation et adaptés à la phase du traitement. Par exemple, en cas de douleur, les médicaments sont inutiles. C'est la chaleur locale qui va détendre la musculature profonde. La pratique du sport sera également orientée en fonction de la physiologie, de l'âge de l'enfant et de la pathologie. En phase chaotique, la kinésithérapie est conçue comme une construction antisismique. On renforce globalement toutes les structures. En phase linéaire, par contre, et en association avec le corset, on travaille la respiration, on développe les compensations au niveau des membres. Il faut à la fois rouiller le ressort scoliotique vertébral et compenser cette raideur localisée au niveau des membres et des ceintures. Les 12 exercices fondamentaux de la méthode lyonnaise sont communs à toutes les méthodes validées pour la scoliose. Nous y reviendrons dans un module spécifique. Les grands principes ont été repris par toutes les méthodes. 1. En phase de correction initiale, on assouplit au maximum le rachis en sens correcteur. 2. La correction s'effectue successivement dans les 3 plans de l'espace. 3. On favorise le maintien de cette position corrigée en renforçant la tonicité et l'endurance musculaire. 4. On intègre cette position corrigée dans les gestes de la vie quotidienne et dans les situations de déséquilibre postural. Il a fallu attendre 2013 à Lyon pour que l'efficacité de l'appareillage soit prouvée par une étude randomisée à grande échelle aux États-Unis. Actuellement, un nombre croissant de chirurgiens s'intéressent de nouveau au traitement conservateur. Les plus grands centres de traitement nord-américains ont participé à cette gigantesque étude. Il existe de nombreuses nouveautés dans le domaine de l'appareillage des déformations vertébrales. Actuellement, le plâtre est remplacé par le polycarbonate, il n'y a plus d'hospitalisation. Le moulage régional est réalisé par le médecin. La restauration du plan sagittal est permise grâce à ce moulage régional. Le polycarbonate, avec la haute rigidité, est beaucoup mieux toléré. La détorsion, le système de détorsion a remplacé la correction, le système 3 points plan. Enfin, pour la première fois, la correction en corset atteint 70% en moyenne pour les scolioses. L'appareillage n'est pas un simple exosquelette. Les modes d'action sont très différents. Le Milwaukee est une translation le long de l'axe vertical. L'ancien corset lyonnais corrige le temps du plâtre et par la suite maintient cette correction. Le Chenot réalise un modelage actif en géométrie plane. C'est un système 3 points multiples. L'Art Brace réalise un modelage actif en géométrie volumique. Une fois que le corset a été réalisé, il reste à espérer que l'enfant va le porter. C'est le moment de réciter le credo. La compliance et l'observance dépendent de l'enfant et du support familial, mais également de la tolérance des différents corsets. Il n'existe malheureusement aucune étude comparative objective entre les différents corsets en dehors du taux de drop-out. La réussite ou l'échec de l'appareillage dépend de facteurs multiples. Les doubles courbures sont plus difficiles à traiter que les courbures uniques. Les enfants jeunes sont plus souples, mais le traitement va durer plus longtemps. Les enfants en surcharge pondérale transmettent moins bien les contraintes mécaniques. La compliance psychologique est variable, ainsi que le génie évolutif de la scoliose. Mais surtout, la réussite est fortement corrélée à la réduction immédiate de la scoliose en corset, qu'il est malheureusement difficile de retrouver dans la littérature. Lorsqu'elles existent, la plupart des études sont rétrospectives. Tous les corsets ne sont pas équivalents. Leur usage dépend souvent des habitudes locales plus que de l'efficacité en termes de correction. L'idée la plus répandue est qu'un corset moins correcteur est moins contraignant pour l'enfant.
C'est le concept du step by step de nombreuses écoles européennes. Mais un corset plus correcteur, porté moins longtemps, n'est-il pas moins contraignant? Le gros avantage est qu'en cas de progression, il suffit d'augmenter le temps de port sans changer de corset, alors qu'un changement de corset est souvent vécu comme un échec. C'est pourquoi nous préférons le concept du meilleur sinon rien, en essayant d'adapter le temps de port à l'évolutivité de la scoliose. Le caractère familial de la scoliose se transforme parfois en malédiction. De là à considérer le corset comme l'œuvre du malin, il n'y a qu'un pas. Le corset va servir d'exutoire à la crise d'adolescence. Il survient de plus en plus souvent dans une famille séparée. L'enfant n'a pas le même nom que sa mère. Il est un sujet de conflit lorsque l'un des parents préfère la chirurgie et l'autre pas. Il complique encore la communication, difficile entre générations. En mécanique, la contrainte est la force intérieure naissant d'un objet que l'on déforme, ce qui est le cas du corset. Malheureusement, les significations du mot contrainte sont multiples. La violence, la justice ou l'injustice sont très proches. La civilisation actuelle est celle des loisirs, de la liberté. Les contraintes comme le travail sont de moins en moins bien acceptées. Dans un monde où l'image du corps est valorisée par les médias d'une manière maximale, la scoliose représente la destruction de cette image au plus mauvais moment psychanalytique, pendant la chrysalide de l'adolescence. Certes, Mattel a une Barbie scoliotique qui se redresse sous corset de Milwaukee, et même si John Galliano et Jean-Paul Gaultier nous aident à réhabiliter le corset, nous sommes encore loin du compte. Tout ou presque a été dit sur la chirurgie de la scoliose. Il s'agit quasiment toujours d'un constat d'échec avec une immobilisation définitive d'une colonne vertébrale faite pour bouger. De plus, le matériel métallique reste fixe alors que l'os continue à évoluer, entraînant souvent des réinterventions. Certes, l'étendue de l'arthrodèse est un facteur primordial. Certes, de nouveaux progrès sont prévisibles, mais les techniques d'appareillage progressent également, ainsi que la kinésithérapie, avec des exercices plus spécifiques à la scoliose. La chirurgie ne guérit pas la scoliose et par voie postérieure ne change pas la déformation du corps vertébral en avant. La plupart des patients vont être réopérés. Le matériel plus rigide que l'os pose souvent des problèmes. Les effets secondaires ne sont pas négligeables. 40% des patients opérés sont en situation d'invalidité à l'âge adulte. Ne jamais perdre de vue que le risque neurologique existe. Il ne faut pas transformer une chirurgie de la fonction en handicap. La kinésithérapie est intégrée au traitement orthopédique, mais ne peut remplacer le corset. La plupart du temps, elle est associée au grand appareillage. Il n'y a pas de grand appareillage sans kinésithérapie associée. Et le praticien dans tout ça? Le praticien est actuellement au centre de tous les paradoxes. Autrefois, seul détenteur du savoir médical, il est actuellement beaucoup moins compétent que le docteur Google. Il est responsable du parcours de soins, mais comment orienter le patient lorsqu'en 7 ans d'études de médecine, la scoliose ne correspond qu'à 3 pages de cours polycopiés? Pris en tenaille entre ses collègues de la sécurité sociale et ses patients, il dépense toujours trop pour l'un et pas assez pour les autres qui y ont droit. Tout doit être justifié, la confiance n'existe plus. La médecine orthopédique est la forme moderne de la médecine générale, disait Pierre Stanera. Le praticien spécialiste est au cœur de la technologie et nous allons voir qu'elle a beaucoup évolué. Il est au cœur d'une pathologie qui a un impact majeur dans la société et qui pose des problèmes éthiques difficiles lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur corset. Par exemple, le plus correcteur étant actuellement celui qui est le moins bien remboursé par la sécurité sociale en France. Nous en sommes sans doute à une phase de transition, mais tout laisse supposer que la société est en train de se recentrer sur ses vraies valeurs, qui sont une meilleure information avec un médecin seul capable de faire la synthèse de Google, un meilleur dépistage, une meilleure qualité de soins, même si ceux-ci ne sont pas encore référencés par la sécurité sociale. Enfin, une meilleure évaluation grâce à des études prospectives fiables. Bien qu'il s'agisse d'un problème de santé publique qui touche 10% des enfants
et adolescents et 10% des adultes, la médecine orthopédique des déformations vertébrales n'est pas enseignée et est négligée par la sécurité sociale et les pouvoirs publics. Et pourtant, quelle satisfaction lorsque la jeune fille a un dos bien modelé et a pu surmonter l'épreuve du corset. Le moi est bien structuré, comme disent les psychologues, et la jeune femme est mieux que quiconque prête à affronter les épreuves de la vie. Les études prouvent qu'elle les affronte effectivement mieux que les autres, tant au niveau professionnel que familial. Je vous remercie de votre attention et vous convie à Lyon du 4 au 6 mai 2007 au Congrès international de la SOSORT que j'aurai l'honneur d'accueillir.